Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce 17e numéro de Territoire Éco, l'émission dédiée à l'économie azuréenne réalisée en partenariat avec l'UPE 06 et le journal La Tribune Côte d'Azur. Et pour présenter cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et Isabelle Ozias, notre incontournable rédactrice en chef de La Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Et bonjour à tous. Et on débute ce numéro 17 de Territoire Éco avec la grande interview. À quelques jours de la deuxième édition du Salon IBT Côte d'Azur, qui est l'événement annuel dédié au secteur de l'industrie du bâtiment et de la technologie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Patrick Moulard, président de la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes. Bonjour Monsieur Moulard. Vous avez été réélu en mars dernier pour un second mandat de 3 ans. Bienvenue sur notre plateau. Première question, comment se porte aujourd'hui votre beau secteur d'activité? Est-ce qu'on peut faire un petit point conjoncturel sur ce dernier trimestre? Oui, bonjour à tous. Donc l'activité économique, en tout cas de la construction, on a des inquiétudes notamment sur le logement neuf. Donc le logement neuf est en réel recul. Donc on parle aujourd'hui, les chiffres du département, c'est moins 37% de mise en chantier. Donc ça présage en tout cas une activité qui va être malheureusement en berne. Côté rénovation énergétique, heureusement, on a quand même un pendant où on peut imaginer qu'on va avoir une deuxième relance. C'est plutôt en étal, donc on a une activité qui est relativement bonne en rénovation énergétique. On a subi quand même début d'année des décisions gouvernementales qui ont en tout cas retardé un certain nombre de mises en chantier, notamment sur les 5 premiers mois de l'année. Donc là, ça s'est un peu détendu, mais il ne faut pas... Rien n'est acquis pour autant. Exactement. Alors, on va rentrer dans le détail de toute cette activité. Karine, Isabelle, à vous. Alors justement, quelles sont les actions mises en place par la Fédération du bâtiment et des travaux publics des Alpes-Maritimes pour aider ses adhérents? Alors, plusieurs actions qu'on a menées, notamment donc sur la difficulté du logement neuf aujourd'hui, qui est pour nous le focus, en tout cas, de la crise qu'on est en train de vivre. Donc on a créé une cellule de crise, donc avec la DGFiP, avec la direction du travail, avec les organismes URSSAF, également ProBTP, Caisse de congés payés, mais également l'ensemble des chambres consulaires pour essayer d'identifier, en tout cas aider aux prémices des difficultés que peuvent rencontrer nos entreprises et de faire le lien avec les services pour que la situation de blocage, en tout cas de difficulté, elle soit essayée de contrôler au maximum. Nous avons aussi, avec nos partenaires, donc les partenaires l'Union patronale, l'UPE 06, la Chambre de commerce, une action pour le logement, des task force pour le logement, où on s'est regroupé bien évidemment avec l'AFNAIM, avec l'AFPI, avec les architectes, pour essayer de construire en tout cas une réflexion, une action un peu commune. Puisque le logement pour actifs, pour nous, c'est quelque chose de fondamental dans ce territoire, donc pour la réindustrialisation de ce département, mais pas que. Donc il faut que ça passe par un grand élan, et en tout cas une vraie mobilisation des acteurs que nous sommes tous. Et vous suivez les chefs d'entreprise qui vous en font la demande, vous écoutez leurs besoins et vous accompagnez. Oui, on a même donc partenaire avec notre cellule de crise aussi les associations d'aide aux chefs d'entreprise qui sont importantes en tout cas, et aussi nos architectes, nos conseils des sages, puisqu'on peut y avoir aussi on peut résoudre des problématiques de dossiers, de financement, de règlement de clients. Peut-être juste en rentrant avec une procédure amiable entre une tierce personne qui va être un peu le référent auprès d'un client en disant pas forcément mettre la tête sous l'eau d'une entreprise. Donc là, on l'a ouvert en octobre 2023, donc ça va faire un an. On n'a pas non plus des centaines de dossiers c'est quelque chose, vous savez, je pense que nos chefs d'entreprise ont très peu, ont pas
l'envie toujours d'aller s'ouvrir, en tout cas dès qu'il y a un problème, ils essayent plutôt de le contenir, d'essayer de garder en eux, malheureusement. Mais bon, c'est une procédure en tout cas qui porte ses fruits. Isabelle. Alors, à cette situation déjà très compliquée s'ajoutent des directives de l'État sur la gestion des ressources en eau qui viennent, elles aussi, impacter l'acte de bâtir. Quelles sont ces directives et qu'est-ce que ça implique pour la filière ? Alors, quand on a eu indication dans l'été, donc ça s'est tombé en fin juillet, donc un dire de l'État, donc qui nous a paru un peu difficile à digérer. On est en crise, je vous rappelle, on est en difficulté. Une contrainte supplémentaire, en fait. C'est ça. Et donc, après avoir, bien sûr, analysé le document, bon, ça a fait un vrai buzz, puisque c'est jusqu'à la Fédération nationale de la FFB où on nous a demandé en tout cas une explication au dire. Alors, on a rencontré le préfet, c'était début septembre, donc le signataire du document. Il nous a quand même quelque peu rassuré sur le document, puisqu'en fait, on est sur des documents d'urbanisme. Donc, on est réellement sur une couche qui va toucher des modifications de PLU, de SCOT, dans les prochains mois, voire prochaines années. Donc, quand on a dit ça, on se dit, c'est pas les permis qui sont déposés et qui sont aujourd'hui dans le tuyau, dans le pipe des projets qui sont concernés. Mais d'un autre côté, il nous avoue quand même que, service de l'État, qu'il n'y a pas réellement de problème. Il n'y a pas de territoire qui serait impacté. Donc, on se demande réellement, enfin, entre nous soit dit, pourquoi avoir mis autant en tout cas, d'avoir appuyé sur ce bouton. C'est bien, ok, on peut comprendre qu'il faille, parce qu'en fait, c'est conditionner la ressource en eau des territoires pour pouvoir continuer à avoir des constructions potentielles sur ces zones géographiques. Donc on se demande réellement le bien fondé. Maintenant, nous, on a dit de porter, en tout cas, de mettre une barrière de plus auprès des acteurs économiques que sont nos futurs clients, en tout cas les collectivités. C'est les premières concernées, les collectivités. Il va falloir qu'ils s'organisent, qu'ils fassent des études d'impact. Une étude d'impact, c'est des bureaux d'études qui vont missionner, qui vont être missionnés pour faire. Est-ce que ces bureaux d'études, on en a suffisamment sur le territoire où en France on peut se poser la question? Tout le monde va à un moment donné les solliciter au même moment. Enfin, on crée quand même, voilà. Et nous, on a quand même regardé auprès de nos canalisateurs. On est Fédération Bâtiment et Travaux Publics. Canalisateurs, c'est donc les ressources en eau et les rendements aujourd'hui de nos réseaux. Les rendements de nos réseaux sur les 180 millions de mètres cubes d'eau qui sont aujourd'hui consommés pour ce territoire, parce que c'est ce qu'a annoncé le préfet. On a sur certains territoires 70% de rendement, entre 70 et 80% de rendement. Donc on a entre 30 et 20% de fuite d'eau sur les réseaux. Donc ok, on dit qu'il faut faire, mais à un moment donné, peut-être il aurait fallu travailler sur les fuites. Il faudra sûrement travailler. Donc ça va être une opportunité complémentaire de business, en tout cas pour nos entreprises demain. Et vous, justement, qu'est-ce que vous préconisez à la fédération? Est-ce que construire en hauteur sur l'existant est une solution? Ou c'est à la marge? C'est une solution. Alors j'étais avec Anthony Boré, c'était la semaine dernière, où il présentait les investissements de Côte d'Azur Habitat sur les 10 prochaines années. C'est quand même un projet qui lui tient fortement à cœur. Sur Côte d'Azur Habitat, on parle de 13 logements. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a identifié 7000 logements sur Nice Côte d'Azur.
Bon, c'est une solution. Oui, mais très marginale. Voilà, mais c'est pas la solution à nos Donc, problèmes. il faut peut-être plus agir sur ce qui est législatif, le cadre législatif. Oui, il faut effectivement. Alors, on avait avant la dissolution beaucoup d'espoir sur une nouvelle loi sur le logement avec le fameux SRU qui aurait pu être un peu plus assoupli, où on aurait mis les logements intermédiaires, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes étant en logement pour actif rentrent dans ces critères. Bon, malheureusement, la décision a été ainsi faite. On espère, avec la nouvelle ministre du Logement, d'avoir à nouveau ces éléments sur la table. C'est un point de blocage. Le dire sur l'eau, ça sera, on l'espère, un deuxième point de blocage qui s'additionnera à la loi SRU, pour éviter que certains, nos élus, maires signataires de permis, se cachent derrière des arguments qui feraient mal à la profession. Ouais. Alors du coup, on voit que c'est quand même sur la construction neuve que vous avez de grosses difficultés, et c'est une difficulté aussi pour les actifs. Est-ce que la situation pourrait revenir à la normale? Quand et comment? Alors, vous savez, on compresse l'outil de production. L'outil de production, aujourd'hui, il est ce qu'il est. L'effectif de nos entreprises, on a quelques licenciements, mais à la marge. Donc l'outil de production est conservé quand même dans nos entreprises. Combien de temps, on ne sait pas trop le dire. Maintenant, de remettre une machine en route, si on l'arrête, parce qu'on est en train de l'arrêter, remettre une machine en route, ça sera entre 3 et 4 ans. Voilà, c'est le temps aujourd'hui qu'il faut pour déposer un permis et couper un ruban avec une livraison de projet. Donc, et vos entreprises ont les capacités à résister pendant ces 3 ans de latence? Non. Donc à nous, alors nous on essaye de, je l'ai parlé tout à l'heure, de rénovation énergétique, d'essayer de flécher d'autres activités connexes, mais les entreprises qui font aujourd'hui du logement neuf, de construction d'immobilier, ne sont pas ils n'ont pas la formation pour. Mais c'est à nous, donc du coup on est là pour les aider à passer le cap avec des formations, avec une envie de faire. Bon, heureusement quand même qu'on a des échéances électorales et que la commande publique, bien qu'on pourra dire vous y croyez malgré la situation économique et l'endettement? Alors, il y a des gens qui font. Il y a des territoires qui font, il y a des territoires qui font un peu moins, des territoires qui promettent mais qui ne font pas. Voilà, on a un peu de tout sur ce territoire. La difficulté qu'on rencontre, par contre, c'est le délai de règlement de nos entreprises. Certaines commencent à souffrir, donc bon, je ne cache pas qu'on essaye, donc, en tout cas, d'apporter... C'est cadré pourtant. Oui. Mais vous savez, vous avez toujours la petite phrase, le petite virgule qui est pas bien positionnée, qui permet de rejeter une facture. Donc là, il faut avoir un peu de conscience aujourd'hui professionnelle de nos différentes collectivités. Il faut dire. Mais heureusement que nous avons quand même en visibilité la commande publique qui maintient une activité pour nos TP et qui maintient une activité bien sûr pour la construction. 2026, c'est demain. Je vous dis 3 à 4 années de construction neuve, donc oui, entre les deux, quoi. Donc il risque d'avoir quand même un peu de difficultés. Alors parlons des choses qui fonctionnent bien, et notamment le salon IBT qui se profile. Il se tiendra le 15 octobre à l'Alliance Riviera à Nice. La première édition avait été un challenge, notamment pour regrouper tous les acteurs de l'industrie, du bâtiment, des parfums et de la tech. Comment se présente cette édition? Alors très bien. Pour le moment, bien évidemment, toujours avec l'ensemble des partenaires, hein, donc l'industrie au sens large azuréenne. Donc on est relativement très confiant sur ce salon IBT 2024. On a beaucoup de lycées qui viendront nous rendre visite, plus que l'année dernière. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On attendra bien sûr le 14 mai. C'est une bonne édition, en tout cas, on l'espère. Vous avez une belle thématique qui est innover ensemble pour mieux bâtir. C'est ça, tout à fait. On va essayer un peu d'intelligence artificielle, comment on peut apporter certaines solutions, en tout cas, au monde de la construction.
C'est aussi le moyen, j'imagine, de valoriser la filière et de la rendre attractive. Vous parlez des jeunes des lycées qui viennent vous voir. Ce genre de salon sert à ça. Oui, donc avec l'UMM, on aura 2 démonstrateurs qui seront des démonstrateurs de l'industrie, bien sûr, pour les UMM, et nous, BTP, avec 5 thématiques pour le BTP. Donc c'est 1800 mètres carrés quand même, c'est relativement important. Donc on va avoir les travaux publics et routiers, le gros œuvre, le second œuvre, le patrimoine, puisqu'il faut aussi avoir les mains pour demain rénover nos bâtiments. Et tous les établissements scolaires qui vont présenter en tout cas l'ensemble des métiers et panels aux jeunes. Donc c'est quand même plus facile que les jeunes parlent aux jeunes. Donc voilà, c'est un peu l'esprit de nos salons, que ce soit la journée de la construction, le salon de la construction et IBT. Ça a toujours été pour nous très, très important de focaliser sur cet événement. Oui, vous privilégiez une cible jeune, c'est pas commun sur un salon professionnel. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année proposé justement à ces étudiants lycéens qui viennent? Nouvelles techno, notamment on va avoir des drones on va pouvoir, il va y avoir des drones sur le stade. Vous donc faites beaucoup de démos. Oui, ça sera de la démo, ça sera des entreprises qui s'impliquent, hein, c'est quand même nos adhérents qui mobilisent quand même des moyens matériels, des moyens humains pour être une journée à plusieurs salariés d'une entreprise. Il faut avoir une conviction. Et ça, c'est forte de la conviction du BTP, puisqu'on est le vrai ascenseur social, en tout cas dans la construction. On peut démarrer tout petit, à un petit niveau, et finir chef d'entreprise. C'est pas du tout exceptionnel. Si vous axez autant sur les jeunes, c'est peut-être que vous avez des problèmes de recrutement dans la filière? Alors, il est vrai que la filière a du mal. On a plusieurs entreprises qui sont en difficulté pour recruter. Vous savez, aujourd'hui, même si l'activité économique est quand même relativement pas forcément très, très engageante, mais il y a des recrutements qui sont faits. Donc, on a beaucoup de difficultés, vous l'avez dit. On ouvre nos chantiers traditionnellement, bien sûr, aux coulisses du bâtiment. Donc, on va l'avoir aussi l'année prochaine, au mois d'avril. Donc, bon, pour nous, c'est quelque chose de très fort de pouvoir sourcer auprès des jeunes. On ouvre au collège, donc certains peuvent dire, mais les collèges, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur des chantiers? Ben non, c'est là qu'on commence déjà à essayer de faire... Sensibiliser, merci, et l'envie de travailler dans la construction, le bâtiment. Et bien sûr, on ouvre aussi à ces dames. Alors pour donner envie, vous parlez aussi d'innovation. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, et ce, quelles que soient les filières. Dans le BTP, l'intelligence artificielle, ça sert à quoi? Alors, on est réellement sur les process d'administration et de gestion, où notamment les logiciels de gestion de chiffrage qui vont pouvoir communiquer entre eux. Et on gagne énormément de temps sur cette partie-là. C'est important. Donc, sur les grands groupes, ils l'avaient compris depuis longue date. Sur les PME, c'est déjà un peu plus difficile puisqu'il n'y a pas les mêmes moyens. Mais après, on a effectivement aussi la conception avec, bon, on ne va pas recommencer, mais sur le thématique du BIM. Mais bon, c'est le BIM depuis le temps qu'on s'est... Bâtiment intelligent, BIM, je me rappelle plus du M. Building Oui, Intelligence Modeling. En fait, moi, je préfère parce que c'était en anglais. Oui, mais c'est exactement ça, et je préfère parler de la maquette numérique, c'est beaucoup plus facile. Parce oui, que c'est plus compréhensible, c'est voilà. certain. La Fédération française du bâtiment a 130 ans cette année. Je pense que vous allez profiter de cette occasion pour faire une grande fête. Je crois savoir qu'elle se tiendra au mois de juin, en 2025. C'est ça. Quelles évolutions notables avez-vous remarquées dans le secteur ? Alors, effectivement, on fait la Fédération nationale a fait 120 ans. Pardon, 130. Non. C'est celle-ci qui mais fait 130. La Fédération départementale, vous avez raison, fait 130 ans. Donc, on a été précurseur. Ouais. Voilà. Donc, le syndicat niçois de Gros Œuvre, c'est parti avec, je vais vous faire très, très rapidement l'histoire, c'est parti en 1895. Et donc, c'est un syndicat de Gros Œuvre niçois qui a constitué cette fédération et qui s'est constitué au fur et à mesure, au fil du temps, pour construire ce département. Parce que sans construction, sans bâtiment, sans entreprise, on n'aurait pas d'aéroport, on n'aurait pas d'A8, on n'aurait pas de stade, on n'aurait pas... Enfin, c'est ce qu'on veut montrer.
c'est toutes ces 130 ans de construction de nos collaborateurs qui ont accompagné tous ces grands ouvrages qui sont tellement évidents pour tous. C'est vrai on utilise une autoroute, on utilise l'autoroute, mais il y a eu quand même, c'est grâce aux entreprises de construction et travaux publics qu'on a tous ces ouvrages aujourd'hui. Et qui font que la Côte d'Azur est la Côte d'Azur aujourd'hui. L'attractivité de la Côte d'Azur, voilà. Donc c'est ce qu'on voudra focaliser et mettre en focus, c'est le 20 juin. Voilà, ça sera juste la veille de la fête de la musique. Et on l'espère, un très grand moment, en tout cas convivial. Pour rebondir sur la question de Karine, vous avez parlé des dames qui sont les bienvenues dans vos métiers. Est-ce que la féminisation de votre filière est en bonne voie? Est-ce que ça fait partie des évolutions positives que vous avez notées ces dernières années? Oui, mais pas assez. Pas assez. Dans certains groupes, on fixe jusqu'à 14%. On est très, très loin de 14% de féminisation. Aujourd'hui, les postes techniques, certains métiers, des lots techniques notamment, avec un peu plus de moins usant pour la personne physique, on trouve un peu plus facilement de femmes, mais c'est l'objectif, en tout cas, moi je le prône fortement dans l'entreprise, mais également à la Fédé. Après, il faut... La fédération que vous présidez actuellement a eu une femme à la tête, Laure Carladouce, il y a quelques années. C'était la première présidente, effectivement, de notre fédération départementale. Oui, tout à fait. Donc la féminisation va aller avec l'innovation. Changement de process et donc plus de femmes qui vont rentrer dans vos métiers. Tout à fait, exactement. Donc c'est pour ça que il faut qu'on ouvre. Alors après, c'est chaque entreprise, il faut qu'ils aient un changement de vision du chef d'entreprise, mais on y travaille et réellement aujourd'hui, il n'y a plus trop de débat sur ce sujet. Dernière question un petit peu plus touchy et politique, j'ai envie de dire. Avec le nouveau gouvernement, on voit qu'il y a des prises de position assez fermes sur la maîtrise de l'immigration. On sait que dans vos métiers, vous êtes parfois obligé de faire appel à des personnes issues de l'immigration. Est-ce que ça vous inquiète? Non, parce que, alors, à un moment donné, on a essayé de nous faire porter je perds mes mots là. Responsabilité? Non, vous savez, quand il fallait que les restaurateurs ils valident, oui. Voilà. Donc nous, on n'a pas du tout, on n'est pas rentré dans. Pour nous, une personne qui doit travailler, elle doit être en règle. On peut pas des clandestins. Voilà, c'était ce que je cherchais. Les clandestins, c'est pas possible. Les clandestins ne peuvent pas être dans l'entreprise. Les personnels non déclarés, notamment voilà. aussi. Non, mais il y avait un moment donné, il nous avait demandé est-ce que vous êtes en mesure d'accompagner comme les restaurateurs. Bon, notre président, le président Saleron, il a dit non, c'était pas possible. Nous, une entreprise, enfin un salarié qui est en entreprise, c'est un salarié qui est déclaré. Donc on ne peut pas aller au-delà. Maintenant, demain, il y a l'immigration, il faut qu'elle soit contenue. C'est une évidence. Aujourd'hui, on en a besoin, bien évidemment, pour travailler, mais il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Je veux dire, il faut que les règles soient respectées par l'ensemble de l'État, et on en a réellement besoin parce que c'est pour nous aussi une capacité de production, en tout cas de collaborateurs qui viennent de nos entreprises, bien sûr. Patrick Moulard, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On rappelle la date du salon IBT, le 15 octobre à l'Alliance Riviera. On vous y convie nombreux. Nos journaux, n'est-ce pas Isabelle, Karine, y seront évidemment représentés. Patrick, je vous propose de rester avec nous pour notre rubrique suivante, le journal de l'économie. Alors Karine, Isabelle, comme nous le faisons chaque mois, nous allons passer au crible l'actualité économique azuréenne, et il s'est passé pas mal de choses le mois dernier. Comme d'habitude. Et de 6 pour le groupe Hippolito qui, avec le rachat de l'agence d'intérim ISEM et de celle d'insertion sociale T+, ajoute une filière RH à son offre de solutions. Outre l'intérim, Ethic Solutions RH, c'est le nom de la branche, proposera du recrutement et de la formation. La VARAP, basée à Aubagne, et le groupe azuréen Interima ont investi aux côtés d'Hippolito dans cette opération de croissance externe. Et il y a de la concurrence, croissance externe aussi pour le Grassois Advance Group, déjà fort d'une douzaine d'agences qui sont orientées ressources humaines, emploi et intérim. Lui poursuit son développement donc avec de la croissance externe avec le rachat de Fil RH qui lui ouvre après le Grand Sud les portes de l'Isère.
Et ça bouge du côté de Nicox. Après 30 ans de service, le cofondateur et ex-PDG Michele Garuffi raccroche les gants. La spécialiste des techno-ophtalmologiques basée à Sophia Antipolis est désormais pilotée par Christine Placé. Et septembre, alors on change du tout au tout. Septembre, c'est aussi le mois du DDA. Alors DDA, qu'est-ce que c'est que ça? détendez-vous, déconnectez-vous, pas de téléphone, amusez-vous. Ouh là, mais moi j'achète. C'est la devise de la French Tech Canoise. C'est un pilier de l'événementiel qui se déroule tous les ans sur l'île Sainte-Marguerite. Au menu de cette journée, pour les startups conviées, des ateliers, du sport, des experts et un hackathon qui est récompensé, ciblé tech et tourisme. En 2024, c'est c'est le projet Truck Tracker qui remporte ce hackathon, une appli développée et qui va aider à gérer le trafic des poids lourds en centre-ville. Rassurez-moi Isabelle, vous êtes allée au DDA cette année? Je ne suis pas allé au DDA ouais, cette donc vous année. n'avez pas fait de sport, ça m'aurait surpris quand même. Merci pour cette intervention. Karine, on continue. Nice n'est pas en reste et a aussi eu son event économique avec la deuxième rentrée des entrepreneurs au Hub de l'innovation. Le Hub de l'innovation, c'est l'ex-C2EI. 60 exposants répartis sur 4 pôles, innovation, accompagnement, financement et formalité, ont accueilli 430 jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets. L'objectif, faciliter les démarches, avoir les bons contacts pour mener à bien leur aventure professionnelle. Vous aimez Cannes? On y J'adore retourne. Cannes. Et on reste dans l'accompagnement aussi avec les 10 ans de la pépinière Bastide Rouge. 36 entreprises y sont actuellement hébergées. 2 trophées ont été remis pour l'occasion. Celui du projet à Mahé, c'est une plateforme d'aide aux démarches administratives. Et celui de la start-up à Tétis. Alors Tétis, c'est génial, c'est un gilet de travail. Peut-être que pour le BTP aussi, c'est une piste, un gilet de travail qui s'adapte à toutes les températures, qu'elles soient chaudes ou froides, pour le confort des collaborateurs. Alors là aussi, c'est de l'intelligence. Implantation à Nice du premier campus d'Event Cities. Event Cities, c'est l'école de l'intelligence artificielle parisienne qui met l'accent sur l'éthique avec une mission citoyenne de 6 mois imposée à chaque étudiant. Event City est hébergé pour l'heure dans les locaux de l'IPAC Business School. Et un petit chiffre? Oui, allons-y. Un petit chiffre, un bon chiffre, un été plus que satisfaisant pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur qui retrouve son trafic de 2019, l'année référence, hausse de 3,7% des passagers sur juillet et août par rapport à l'été 2023, c'est pas mal. Pour seulement, et ça c'est important, 2% de rotation de mouvements aériens supplémentaires. Ça c'est un très bon signe, ça veut dire que en fait on adapte mieux l'optimisation des vols, ça fonctionne et c'est un petit plus pour l'environnement. Et on le voit d'ailleurs avec des avions des gros porteurs plus remplis sur des destinations internationales qui sont comme la 380 d'Emirates par exemple. Tout à fait. Qui du coup évite d'avoir 2 avions. Et on n'en a plus qu'un. Karine, on continue. Oui, les chiffres sont à flot pour la filière du nautisme. On l'a vu lors de la 47e édition du Cannes Yachting Festival. Alors, verdict, si les ventes de bateaux neufs décrochent à 23,1% en moins pour le marché français, les indicateurs restent mieux positionnés pour l'occasion et les nouveaux usages du type bateau partagé. Et on repasse à une autre industrie, une industrie plus générale, une industrie qui attendait son école de production depuis perpète. Elle s'appelle Je fabrique mon avenir. Et en partenariat avec le groupe Rani, elle a accueilli ses premiers élèves, 15 jeunes qui visent un CAP électricité. Ça va vous parler, Patrick Moulard. Ça tombe bien, des électriciens, on en manque un petit peu. Oui, c'est vrai, donc très belle initiative. Industrie encore. Et bonne nouvelle pour la métropole Nice-Côte d'Azur, là où Filiataire, une entreprise spécialisée dans les matériaux biosourcés à destination du BTP. Elle fait partie de la première salve des lauréats à l'appel d'offres à projet national, première usine du plan France 2030. Le site s'appellera Firmaterre. Il produira des matériaux de construction issus de la valorisation des déchets des chantiers. Ça aussi, c'est tour à l'international. Ça fait partie de l'innovation, oui, l'international de proximité, avec la signature sur le dernier salon Monaco Business d'un accord de coopération économique entre la CCI régionale, qui était représentée par son président Philippe Renaudy, et Michel Dotta. Lui, il est président du Monaco Economic Board. Enjeu des efforts communs portés sur la mobilité et sur les transitions énergétiques, digitales et écologique. On reparlera sans doute de ce fameux tramway qu'on attend depuis longtemps entre Nice et Monaco, un métro même.
plus qu'un tramway. Et il est réclamé des deux côtés de la frontière, à corps et à cri, depuis des décennies. Espérons le voir un jour. On va terminer ce journal de l'écho avec vos traditionnels coup de cœur. Karine, c'est quoi le coup de cœur du mois? Alors c'est une fausse bonne nouvelle, je suis désolée. Trompé. Bonne nouvelle, parce que lors de la cérémonie des trophées de l'entrepreneur de l'année de EY dans la région sud-est, le prix de la Scale-up a été remis à Players. Alors, Players, c'est un acteur majeur des loisirs sportifs indoor. Il a une antenne à Sophia-Antipolis, mais son siège social est quand même en région parisienne. Là où la nouvelle est plutôt mauvaise, c'est que peu d'entreprises azuréennes figuraient dans la sélection des nommés et le palmarès a été trusté par des bucco-rodaniennes. Et puis cette fois-ci, une vraie mauvaise nouvelle. Une vraie mauvaise nouvelle, mais un vrai coup de cœur aussi, en tout cas pour la start-up. Coup dur pour la medtech niçoise ExactCure, qui depuis 6 ans développe un jumeau numérique qui permet d'adapter la prise de médicaments à chaque profil de patient. C'est très important. Oui, c'est l'avatar qui tombe malade ou qui va pas bien à cause des médicaments, et pas le patient. C'est quand même intéressant d'un point de vue médical. Elle avait été rachetée par Quantum Genomics. C'est une biotech parisienne qui s'est déclarée en cessation de paiement au mois de septembre. Résultat, filiale à 100% ExactCure se retrouve en situation délicate. On croise les doigts pour que des propositions de rachat se profilent, pourquoi pas en proximité. Espérons que des repreneurs qui assistent à notre émission se portent acquéreurs. Karine, un autre coup dur. Oui, côté grande distribution cette fois, le Printemps a annoncé son intention de quitter Polygone Riviera à Cannes-sur-Mer. L'enseigne y était installée depuis l'ouverture en 2015, soit sur 60 000 mètres carrés. C'est surtout un sacré produit d'appel pour le site qui, d'un positionnement haut de gamme, a visiblement changé sa stratégie d'épaule vers le mass market. Eh bien, merci mesdames pour ce journal de l'économie dense mais passionnant. Patrick Moulard, merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été présent avec nous. Nous vous libérons et nous passons à notre rubrique En coulisses. Vous savez, chaque mois, nous visitons les coulisses d'une entreprise et nous vous faisons découvrir l'envers du décor. Karine, le mois dernier, vous nous aviez parlé dans le journal de l'écho de la visite augmentée que propose la Veritbiot. Tout ça, ça nous a interpellés. Vous avez demandé à nos équipes de s'y rendre, n'est-ce pas? Nous étions intrigués, donc nous avons voulu en savoir plus. Et c'est Agnès Farrugia, journaliste au service économie de Nice Matin, qui est allée sur place à Biot. Accompagnée de Franck Fernandez, on regarde le reportage. Notre ADN, c'est effectivement la bulle, mais c'est aussi le tourisme de savoir-faire. On a toujours cette constante, quand on est un vieux métier comme notre métier d'art, ce dilemme entre évoluer dans un monde qui évolue très très vite et où on doit absolument préserver les gestes que l'on fait depuis des milliers d'années. La Veritbiot a été créée en 1956, ma famille l'a rachetée en 1973. Et c'est vrai que tout de suite, nous sommes ouverts à la table du Sud. On a mis de la céramique, on a mis du linge de table pour vraiment avoir un concept complet. L'entreprise a évolué. On est passé de 4 couleurs à 13 couleurs. On est passé d'une trentaine de modèles à plus de 200 modèles aujourd'hui. La Veritbiot, c'est avec le tourisme industriel 450 000 à peu près visites à l'année, entre 15 et 20 employés personnels selon la saison et un chiffre d'affaires du groupe consolidé de 2,8 millions d'euros. Et c'est vrai que notre ADN de notre entreprise, c'est la bulle. La bulle au départ, c'est la bulle d'air qui est dans la fusion du verre, donc c'est pas quelque chose de bien, puisque c'est une petite imperfection. Nous, on a absolument voulu inventer, créer le plus de bulles possible, c'est-à-dire que l'on prend du verre totalement affiné et on met du bicarbonate de soude entre 2 couches de verre chaud pour avoir le plus de bulles possible. Pour l'instant, il n'y a pas encore les bulles, mais maintenant, je vais rajouter sur la poste le carbonate de soude. C'est de la poudre qui tombe sur la poste. Et quand je vais reprendre du verre, ça va donner des bulles. C'est un effet chimique, quoi. C'est du gaz carbonique. Alors là, les bulles, on les voit à l'intérieur. Attention. Ça, c'est quelque chose qui a été une démarche vraiment voulue depuis le début, parce que le verre sans bulle est un peu fade. Et il y avait cette envie de mettre de la vie finalement dans le verre.
Notre ADN, c'est effectivement la bulle, mais c'est aussi le tourisme industriel, le tourisme de savoir-faire. On a trouvé un angle avec le tourisme industriel, c'est-à-dire mettre de la réalité augmentée dans les visites guidées ici sur place. On a découvert la réalité augmentée en fait avec ce système. Donc il y a juste à cliquer en fait sur le QR code et puis ensuite on peut placer la personne à l'endroit où on a envie qu'elle soit. C'est-à-dire je viens rajouter un avatar virtuel, mais ici avec le bruit des fours, avec la chaleur des fours, avec le bruit des cannes. Bonjour, je suis Marc, maître verrier depuis 50 ans à la verrerie de Biot. Je vais maintenant vous expliquer les différentes étapes pour réaliser une pièce. Nous cueillons tout d'abord une première boule de verre appelée la poste. Notre but dans l'évolution de l'entreprise, c'était de développer la visite ici sur place. On a toujours cette constante quand on est un vieux métier comme notre métier d'art, ce dilemme entre évoluer dans un monde qui évolue très très vite et avec des techniques très high-tech et notre vieux métier où on doit absolument préserver les gestes que l'on fait depuis des milliers d'années. Et ça a été vraiment cette volonté d'essayer d'amener les gens ici, de leur faire vivre cette expérience unique que l'on ne peut vivre qu'ici dans l'entreprise. Très joli reportage à la verrerie de Biot que tout le monde connaît, mais c'est toujours agréable d'y retourner et de voir les évolutions de cette belle entreprise. Merci à Franck Fernandez pour les belles images, à Agnès Farrugia qui assurera ce reportage que vous pourrez lire dans nos colonnes, dans notre supplément économique de lundi prochain. Place maintenant à notre dernière rubrique de ce 17e numéro de Territoire Éco, le pitch du mois. Pix & Care, c'est une toute jeune start-up niçoise qui a un double objectif, faire monter en compétences les aides-soignants faisant fonction et améliorer la qualité des soins en EHPAD. Thomas Côte, bonjour. Bonjour. On vous connaît en tant que dirigeant de Weaver, spécialiste de la mobilité partagée, mais ce que l'on sait moins, c'est que vous êtes aussi kinésithérapeute de formation et donc président fondateur de Pix & Care, qui vient de remporter un prix Silver Eco sur le festival éponyme qui s'est tenu à Cannes les 18 et 19 septembre dernier. Bravo déjà pour ce beau prix. Merci. Sauf que maintenant, il va falloir nous prouver et nous convaincre que votre produit, est le meilleur qui soit. Vous allez avoir 90 secondes pour le faire en regardant le petit écran qui va s'allumer avec le chronomètre et puis nos caméras. Attention, Thomas, top chrono. Aujourd'hui, dans nos EHPAD, le taux d'occupation est de 97%. L'enjeu de la prise en soin de nos seniors, elle est majeure. La cheville ouvrière des EHPAD, ce sont les aides-soignants. Et aujourd'hui, 30 à 70% d'entre eux sont faisant fonction, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de diplôme. Et ils manquent souvent de compétences et de connaissances malgré une grande motivation. Ils sont souvent dans des situations un peu précaires, avec une difficulté avec le français, écrit ou oral, et n'ont pas de tuteur pour les accompagner. Pix & Care, c'est tout simplement un outil numérique disponible sur smartphone ou tablette, dans la chambre ou dans la poche de l'aide-soignant faisant fonction, qui permet de faire les transmissions, enjeu fondamental de la prise en soin, grâce à des images. C'est un imagier pédagogique qui permet, grâce à une intelligence artificielle française, de rédiger ces transmissions, de les traduire dans la langue natale de l'aide-soignant faisant fonction, de manière à optimiser les transmissions, apprendre sur le terrain le français, et l'outil, en analysant les compétences et les connaissances issues des transmissions, va revenir vers l'aide-soignant pour l'aider dans sa formation, l'accompagner et l'aider à monter en compétences pour, pourquoi pas, préparer son diplôme, notamment grâce à la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, cette solution, elle est disponible dans un EHPAD pilote qui est celui de la Croix-Rouge-Russe à Nice. On espère faire à nouveau de cette start-up niçoise un pionnier, une pionnière en la matière. Merci Thomas, le pitch est parfaitement convaincant et on voit l'utilité de votre start-up pour développer et former les aides-soignants dont on a éminemment besoin. Un grand merci. Merci à vous. Voici qui marque la fin de notre numéro de Territoire Éco. Merci mesdames, Karine, Isabelle, de nous avoir accompagnés brillamment. Et merci aussi à Philippe Bertini à la réalisation de l'émission et à Chloé Wargard pour sa conception. Vous pourrez voir et revoir cette émission sur nos sites internet nismatin.com, mais aussi sur le site de la Tribune Côte d'Azur, tribuca.net, ainsi que sur nos pages Facebook et notre chaîne YouTube. Nous vous disons merci, bonne fin de journée et on se revoit le mois prochain.